Bonjour et bienvenue à tous, merci de me rejoindre dans ce nouvel épisode dans lequel on va revenir aux bases. Parce que je m'aperçois qu'après plus de 400 épisodes, maintenant c'est énorme, j'ai regardé le podcast, d'ailleurs je remercie encore des personnes qui m'ont mis 5 étoiles sur le podcast, c'est super. Donc effectivement, après plus de 400 épisodes, je suis toujours un petit peu en train de chercher des idées nouvelles. Pourquoi ? Parce que j'ai fait à peu près toutes les stratégies d'investissement, j'ai fait à peu près tous les ratios financiers. Donc voilà, au bout d'un moment, difficile de rester sur les mêmes choses. Donc je suis tout le temps en train de fouiller des choses un peu nouvelles. Ce qui est bien à la fois parce qu'il y a certains d'entre vous qui ont envie de connaître plus, mais ce qui est parfois un peu embêtant pour les débutants parce que quand on débute, on a des questions très très basiques. Et je me rends compte de ça régulièrement, notamment quand je parle à des jeunes, à des étudiants ou à des débutants. Et ça m'a ressauté aux yeux la semaine dernière quand j'ai parlé avec ma nièce. Ma nièce est en école de commerce et elle a comme exercice, très bon exercice d'ailleurs, de placer 150 000 euros fictifs, bien sûr, dans un portefeuille boursier. Donc, on lui demande de choisir une stratégie, soit de court terme, soit long terme, pour investir en bourse. Et là, je me suis rendu compte de la difficulté d'un tel exercice. Alors, pour prendre un petit peu de recul, pour investir en bourse, il y a deux écoles. Il y a la gestion passive, c'est-à-dire investir dans les indices boursiers mondiaux, en général au travers d'outils financiers qu'on appelle ETF, Exchange Traded Funds, donc des fonds cotés en bourse, qui sont des fonds de placement qui répliquent presque parfaitement les performances des bourses mondiales, avec des frais très faibles. Cette partie-là, alors ce n'était pas ce qui était demandé à ma nièce, c'est la partie facile. Faire un portefeuille de gestion passive, c'est relativement simple. En cas de doute, vous investissez dans le plus large des indices mondiaux, le MSCI Monde, MSCI World. J'ai déjà fait pas mal de vidéos qui expliquent comment choisir un ETF. Concrètement, c'est relativement simple. Vous allez sur le site d'un émetteur d'ETF pour choisir un ETF qui vous convient. Donc, vous avez des Français avec Amundi et BNP Paribas qui proposent notamment, alors Amundi c'est celui qui aura le plus de choix, qui propose notamment des ETF qui sont éligibles au PEA, ce qui est un peu plus difficile à trouver chez des émetteurs qui ne sont pas français. Et puis, vous avez les gros géants mondiaux qui sont BlackRock avec sa gamme iShares et puis Vanguard. Voilà, vous pouvez aussi chercher là. Et ensuite, une fois que vous avez sélectionné votre ETF, mais allez regarder d'autres vidéos que j'ai fait sur les ETF, une fois que vous avez sélectionné celui qui vous convient le mieux, typiquement un ETF World capitalisant, vous allez sur votre courtier et vous achetez cet ETF. Vous êtes directement, si je prends l'exemple d'un MSCI World, vous êtes directement diversifié, vous avez 1500 valeurs en portefeuille dans tous les pays du monde, principalement États-Unis parce que c'est la plus grosse place boursière mondiale, mais voilà, vous avez fait le boulot. Donc ça, c'est la partie simple, la gestion passive. La deuxième solution, c'est si vous décidez d'acheter des actions en direct. Première question, quand on achète des actions en direct, c'est combien est-ce qu'il faut d'actions en portefeuille ? La théorie financière nous dit qu'à partir, on va dire d'une quinzaine d'actions, encore mieux 20 actions, vous avez un portefeuille qui est suffisamment diversifié. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous n'allez pas baisser la performance, mais vous allez fortement baisser la volatilité de votre portefeuille. Volatilité et risque de votre portefeuille. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Le souci, c'est qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on débute, mais gérer un portefeuille de 15 valeurs, encore plus 20 ou 25 valeurs, ça prend du temps. C'est pas la gestion elle-même qui prend du temps, c'est de continuer à se renseigner sur les actions et de les suivre parce qu'il y a des résultats qui sont publiés de manière trimestrielle. Donc si vous avez par exemple 20 valeurs en portefeuille, ça veut dire que tous les 3 mois, vous avez 20 résultats de société à analyser. Enfin, si vous faites le boulot, il y a très peu de personnes, je ne vous cache pas, qui font ce travail-là. Mais voilà, si vous voulez bien le faire, vous allez faire ça. Vous allez réfléchir en permanence à des actions. Est-ce qu'il y en a certaines qu'il faut vendre ? Est-ce qu'il y en a des nouvelles à racheter ? Donc voilà, c'est compliqué. Portefeuille de plus de 15 valeurs, c'est compliqué. Donc, on est souvent autour, on va dire entre 10 et 20 titres pour avoir un portefeuille c'est le bon compromis entre suffisamment diversifié et puis voilà, un risque, donc diversifié, risque acceptable et puis un temps de travail, j'ai envie de dire, qui n'est pas trop long. Point important quand je parle de 10, 15 ou 20 valeurs, c'est qu'il faut que ces valeurs soient ce qu'on appelle décorrélées. Enfin, décorrélées, ça n'existe jamais, c'est de la pure théorie, mais disons qu'elles ne bougent pas trop ensemble. Donc évidemment, si vous avez 10 valeurs automobiles ou bien 10 valeurs du luxe ou 10 valeurs des semi-conducteurs, etc., qui vont bouger entre elles, vous ne serez pas diversifié. Vous allez respecter le chiffre officiel de, par exemple, 15-20 actions, mais vous ne serez pas diversifié pour autant parce que les actions vont bouger en même temps. Donc vous allez avoir un petit peu de risque en moins. C'est toujours moins risqué d'avoir
10 actions du secteur automobile qu'une seule action du secteur automobile, mais globalement, voilà, vous avez bien compris que ce n'est pas ce qu'on appelle diversifié. Donc il faut faire attention à avoir des actions qui soient décorrélées entre elles ou le moins possible corrélées. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller taper dans tous les secteurs qui existent, hein. Mais voilà, essayez au moins de respecter une certaine, c'est ce qu'on appelle de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, hein. Voilà, donc respectez quand même le fait d'avoir des secteurs différents, des styles différents, etc. Mais le problème est souvent pas là pour les débutants. Le problème, il n'est pas trop de savoir quel nombre de titres il faut avoir en portefeuille. Ça, on Google un petit peu, on a tout de suite la réponse. C'est pas non plus, étonnamment, c'est pas non plus comment sélectionner une entreprise. Ça, c'est quelque chose qu'on met beaucoup de temps à maîtriser. Mais le problème, il est bien en amont de ça. Le problème, il est tout simplement où trouver des actions. Déjà, rien que ça, lesquels on choisit parmi les milliers, lesquels on choisit à analyser. Après, l'analyse, c'est un autre point. Je ne vais pas parler pour des débutants de stock screener, d'aller chercher dans des lettres de hedge funds, c'est ce que je fais habituellement. Il faut rester très très simple. Donc moi, je partirais sur deux idées. Les deux idées, c'est tout simplement les plus grosses entreprises du monde, aller piocher un petit peu là-dedans des idées. Et la deuxième, ce sont des actions que vous connaissez. En fait, ce qui est fait, c'est de matcher les deux, c'est-à-dire de regarder les plus grosses entreprises du monde et de regarder celles qu'on connaît et qui pourraient éventuellement nous plaire. Alors comment est-ce qu'on trouve les plus grosses entreprises du monde? Le plus simple, c'est d'aller regarder les entreprises qui composent les plus gros indices mondiaux. Donc je vous ai parlé du MSCI Monde. Vous pouvez regarder sa composition et là vous allez voir en général classé, mais vérifiez que c'est bien le cas, classé par poids les plus grosses entreprises du monde. Donc à l'heure actuelle c'est Apple, Microsoft, Amazon, etc. Alors beaucoup bien sûr de valeurs technologiques en haut, mais descendez un petit peu et vous allez voir des valeurs qui sont dans d'autres secteurs comme JP Morgan, comme je sais pas dans la santé, Eli Lilly, dans le pétrole ou bien des Mastercard, des Visa, etc. Nestlé. Donc vous pouvez faire ça sur l'indice Monde, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'actions américaines. Vous pouvez faire ça aussi sur des indices plus européens, comme l'Eurostoxx 50 ou bien le Stoxx 600, et regardez les plus grosses entreprises européennes. Certaines ne vont sûrement pas vous parler. Si vous êtes débutant en bourse, vous ne saurez probablement pas qui est ASML Holding, mais d'autres vont vous parler, comme LVMH, Total, L'Oréal, peut-être Schneider, Sanofi, en fonction Airbus. Et je trouve que c'est une très bonne idée de démarrer avec des entreprises que vous connaissez. Parce que déjà, si vous savez que vous détenez du L'Oréal, du Coca-Cola, du Nestlé, etc., il y a une grosse partie du boulot qui est fait. Parce que parmi les choses les plus compliquées dans l'analyse d'une société, c'est comprendre son business model. C'est beaucoup plus compliqué de comprendre qui sont les clients d'Air Liquide que qui sont les clients de L'Oréal ou bien de Nestlé ou de Coca-Cola. Alors, est-ce qu'il y a un problème à n'investir que dans des boîtes qu'on connaît? Oui, il y a quand même des problèmes. C'est que vous allez investir uniquement dans des entreprises qu'on appelle B2C, c'est-à-dire business to consumer, c'est-à-dire vendues à des particuliers. Et vous n'allez pas rarement investir dans ce qu'on appelle le B2B, business to business, qui vont être des entreprises qui vendent à d'autres entreprises. Donc, je parlais d'Air Liquide ou bien des boîtes de semi-conducteurs. Vous allez éviter ces secteurs-là. Mais c'est pas si grave. Honnêtement, quand on débute, c'est pas très grave de ne pas avoir tous les secteurs. Même globalement, quand on est bien plus évolué, on n'a pas tous les secteurs. Moi, il y a plein de secteurs dans lesquels je ne suis pas investi. Je suis pas dans l'automobile, je suis pas dans les bancaires, etc. Enfin, j'ai des financières, mais pas des bancaires. Donc, c'est pas un problème de ne pas être investi dans tous les secteurs. Donc, il faut savoir qu'il y a un petit bémol, qu'on a un biais quand même quand on investit que dans des entreprises qu'on connaît. Alors, faites attention. Là, je parle uniquement de choisir des titres à analyser. Il ne faut pas, à ce stade-là, juste parce qu'on connaît Coca-Cola ou qu'on connaît Nestlé, L'Oréal, LVMH, investir les yeux fermés dedans. Là, on est principalement dans quel titre commencer à regarder. Et comme ça prend beaucoup de temps avant de bien connaître une entreprise et puis déjà d'acquérir la technicité de comment analyser une entreprise, ce que je ferais si j'étais débutant et que je voulais faire non pas de la gestion passive, mais de la gestion active, je démarrais malgré tout par une grosse partie de mon portefeuille en ETF, voire même au début la totalité de mon portefeuille en ETF. Et je rajouterais des actions une à une. J'analyserais une première boîte que je connais, qui me plaît, sur laquelle je pense que les perspectives de croissance sont belles. J'analyserai cette boîte et je la rajouterai en plus de mes ETF. Donc je réduirai un peu la partie ETF pour ajouter par exemple 5% dans une première valeur. Et cette première valeur, je la suis, j'apprends à la connaître, etc. Et au fil du temps, je passerai comme ça d'un portefeuille 100% ETF à un portefeuille dont la part passive peut
réduire. Alors après, c'est à vous de décider le niveau de risque, entre guillemets, que vous êtes prêt à prendre ou d'argent que vous voulez mettre dans vos convictions. Et comme ça, je passerai à un portefeuille avec une première position qui représente 5%, et puis une deuxième, troisième, quatrième, etc. Et je n'irai pas jusqu'au bout à faire la totalité de mon portefeuille en actions en direct. Je m'arrêterai à un certain moment. Est-ce que c'est 50-50 à vous de voir, ou alors 30-40% en conviction. J'en ai déjà parlé dans une émission précédente où justement on voyait que les gérants professionnels avaient tendance, et je pense que c'est vrai pour tout le monde, y compris les particuliers, à être gagnants, à surperformer le marché sur leurs plus fortes convictions et à sous-performer sur le reste. Donc c'est important aussi d'apprendre de ça. Et quand on débute, voilà, ça va être intéressant pour vous d'avoir 1, 2, 3 valeurs que vous connaissez qui vont être très probablement dans des secteurs, comme je le disais, qui vont vendre à des particuliers. Donc vous pouvez être dans du Netflix, etc. Mais c'est pas grave parce que vous avez le reste et la partie indicielle qui, elle, va être investie dans tous les pays du monde. Sur la partie indicielle, quand on débute, restez simple, c'est-à-dire restez soit sur un indice mondial, comme je le disais avec par exemple 1500 valeurs sur le MSCI World, ou bien vous pouvez faire un petit mix en fonction des régions avec un ETF SP500, un ETF Stock 600, donc pour avoir à la fois des actions américaines, des actions européennes, mais il faut rester le plus simple possible. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, quand on investit dans des actions en direct, c'est que l'un des buts, c'est de s'améliorer, d'améliorer ses connaissances, de mieux maîtriser son portefeuille. Et donc, ça ne serait pas très logique en fait de démarrer un portefeuille boursier directement en tant que débutant avec 15-20 actions qu'on connaîtra quasiment pas, il faut être honnête, qu'on aura choisi un petit peu comme ça sur leur nom, sur la hype du moment, on va prendre du Nvidia, du CISA, etc. On n'aura aucune idée de ce qu'il y a dans notre portefeuille et on va apprendre en fait c'est un peu le learning by doing, mais malheureusement en bourse ça marche pas forcément toujours très bien, c'est-à-dire qu'on va apprendre de nos erreurs, mais le problème en bourse c'est que nos erreurs coûtent cher. Donc le mieux c'est de démarrer gentiment en mettant des petites sommes sur quelques actions en direct, mais on reste investi en bourse, on démarre notre investissement en bourse au travers d'ETF, comme ça on profite du meilleur des deux mondes et on prend le temps de construire gentiment, tranquillement, en apprenant en même temps un portefeuille de valeurs en direct. Voilà, dites-moi vous, si vous êtes débutant ou si tout le monde a forcément débuté à un moment, donc dites-moi comment vous avez démarré votre portefeuille boursier et surtout, parce que c'est un peu l'idée de l'émission du jour, sur quel titre vous avez commencé, est-ce que vous êtes allé sur des titres que vous connaissiez, des titres que vous avez cherché quelque part, etc. Dites-moi ça en commentaire. En tout cas, comme toujours, je vous remercie énormément de votre fidélité. Continuez à me mettre des notes sur le podcast, à me mettre des likes sur les vidéos sur YouTube. C'est vraiment super encourageant. Et moi, je vous dis à bientôt pour un autre épisode.